26 novembre 1920, mon cher journal. Cela fait quelques mois qu'Aubin revient dans le manoir. Quelques mois que je le vois préparer toutes ses fêtes et ses galas avec une grande admiration. Il réalise enfin ce que nous aurions voulu faire ensemble lorsque j'étais encore vivante, et ça me met en joie de voir que le manoir est à nouveau occupé. Ce 26 novembre au manoir, nous allons recevoir la visite de Victor, 74 ans, et Charles, 49 ans. Ce sont tous les deux de très grands hommes d'affaires. Ils ont l'habitude de créer des événements, comme par exemple organiser des galas de charité ou créer de gigantesques fêtes les plus mémorables possibles. Ils arrivent même à faire couler l'alcool à flot en cette période de prohibition. Même si en France on n'est pas vraiment touché, ça reste compliqué de se procurer de l'alcool, une période où la moindre goutte vendue est considérée comme un acte de sorcellerie. Je comprends alors qu'Aubin, en faisant venir Victor et Charles, a l'intention d'organiser quelque chose d'incroyable. Depuis qu'Aubin revint au manoir fréquemment, même s'il n'y dort jamais car il n'arrive toujours pas à m'oublier, il fait revivre notre couple en faisant revivre nos projets. Et ce qui est fou, c'est qu'il me parle, mais il ne sait pas que je suis là à l'écouter. C'est émouvant, c'est touchant, et même si j'aurais espéré qu'il vive une nouvelle vie pleine d'amour, je suis contente malgré tout qu'il n'ait jamais tourné la page et qu'il reste fidèle et amoureux vis-à-vis de moi. Cela fait quelques jours déjà qu'il entretient des échanges avec Victor et Charles, et maintenant qu'il a passé sa première soirée dans une fête qu'ils ont organisée, il sait que ce seront eux qui vont s'occuper des réceptions du manoir. Aubin donne donc rendez-vous à ces deux hommes d'affaires au manoir pour leur faire visiter toutes les pièces et leur montrer le potentiel, et surtout pour leur montrer l'ampleur du travail pour le décorer de façon à ce qu'il soit le plus fidèle à ce que nous avions imaginé. Depuis mon décès, Aubin s'est acharné au travail. Il a amassé encore plus d'argent et désormais il est quarantenaire. Il veut profiter de la vie en tentant d'oublier ma présence, en noyant sa peine et son chagrin dans des fêtes mondaines. Jusqu'à aujourd'hui, il organisait des fêtes à une petite échelle, mais là il veut remplir le manoir avec beaucoup de monde, beaucoup de musique, beaucoup de rire et d'alcool. Eugénie, la gouvernante, est partie depuis quelques mois, et ça a été le déclic pour Aubin de s'occuper enfin du manoir et de se réapproprier les lieux. Mais il est grand temps pour lui de le transformer en un véritable lieu de fête, et il aimerait qu'il devienne le lieu le plus réputé de France. Il a même l'ambition d'y faire venir nos compatriotes anglais en les invitant à y séjourner pour des soirées à la française. Victor, le plus âgé, fait le tour du manoir seul, pour voir le potentiel du bâtiment et pour envisager des esquisses de décoration. Charles, quant à lui, commence déjà à mettre en place le questionnaire visant à découvrir le budget qu'Aubin est prêt à consacrer à chaque fête, de façon à savoir s'ils peuvent tout se permettre en termes d'organisation ou s'il y a des freins dus aux finances. Cependant, Charles est relativement réticent, car il a appris comme beaucoup d'autres que le manoir serait hanté de ma présence, et il a vraiment peur que cela fasse peur aux futurs visiteurs, parce que Eugénie a fait couler beaucoup d'encre dans les journaux avec les histoires qui se sont passées pendant toute la période où elle était gouvernante au manoir. Certes, j'ai fait certaines choses dont je ne suis pas fière aujourd'hui. J'ai chassé quelques visiteurs mal intentionnés, j'ai chassé quelques curieux qui n'avaient que pour but de tenter de me chasser de mon manoir comme s'ils en avaient le pouvoir. Et à côté de ça, dans les journaux, on pouvait également y lire que le manoir hanté était également le manoir au miracle, parce que j'arrivais à accomplir certaines choses qui peuvent être inconcevables pour le vivant, mais qui sont tout à fait normales pour nous. Victor, lui, n'en a que faire des ragots. Il comprend qu'il y a du potentiel grâce au manoir, grâce aux histoires de fantômes ou grâce aux histoires miraculeuses. Et lui ne voit que les bénéfices que pourraient engendrer des soirées mondaines en ces lieux. Depuis des semaines, Victor et son fils débattent sur le fait de s'occuper du manoir. Pour Victor, il ne fait aucun doute qu'il faut le gérer. Quant à Charles, lui est beaucoup plus frileux. Il est peut-être temps de donner un petit coup de pouce à Aubin et Victor et de montrer à Charles que le manoir est digne de recevoir toutes les réceptions du monde. Et je t'avoue, mon très cher journal, que je ne savais absolument pas comment faire. Je savais juste qu'il fallait que je me manifeste de manière douce, de façon à l'attendrir et à faire baisser les barrières. Mais il va falloir cependant que je fasse très attention de ne jamais heurter Aubin. Je profite qu'Aubin soit en bas, au rez-de-chaussée, à contempler la salle de réception, à toucher les meubles comme nous les touchions lorsque j'étais encore à ses côtés,
pour commencer mes premiers tours de séduction pour que Charles baisse enfin la garde. À l'étage se trouve donc Victor, qui est très en avance sur le parcours de visite par rapport à son fils, et Charles, qui scrute le moindre objet, le moindre tableau, et qui est à l'affût du moindre signe qui pourrait prouver que je suis présente ou non, que je suis maléfique ou non. C'est alors qu'au fond du manoir, je commence à faire tourner le gramophone, une musique de Charleston, pour leur montrer que oui, le manoir est digne de réception. Victor pense que c'est Charles qui a mis le disque en route, et Charles pense que c'est Victor qui l'a mis en route. Victor n'est pas dérangé par l'idée que Charles se permette certaines fantaisies, il pense même que c'est de très bon augure, il se dit que c'est une manière pour Charles de considérer que c'est ok, qu'ils s'occuperont des réceptions du manoir. Quant à Charles, qui pense que c'est son père qui a fait tourner le disque, se dit que la sonorité en ces lieux est simplement incroyable. Premier acte réussi. Charles commence à baisser la garde et ni lui ni son père ne comprennent que c'est moi qui ai fait les choses. C'est alors que je décide de diffuser autour de Charles l'odeur de la femme dont il est amoureux secrètement, de la femme de très grande classe qu'il convoite depuis des mois. Il sent soudainement Amanita de Molinar, un parfum oriental boisé poudré, un véritable kaléidoscope olfactif qui envoûte quiconque croisera son chemin. La magie opère à chaque fois, le citron se déguisant en réglisse, la rose dont les pétales semblent découpés dans de la basane, la vanille pouvant sortir d'une cave à cigares et un ambre digne d'une potion aphrodisiaque d'un apothicaire byzantin. Le fameux accord vétiver vanille-patchouli qui fait ressortir une alliance improbable, une alchimie mystérieuse qu'on oserait penser appartenir au même parfum, ses notes poudrées, très subtiles, et son fond boisé oriental est un délice absolu de réconfort pour ces messieurs qui tombent inévitablement amoureux de celle qui le porte. Charles en perd ses moyens. Il regarde la pièce tant l'odeur est forte, il est persuadé que son amoureuse secrète se trouve dans les parages. Il entend alors un nouveau disque que je viens de faire tourner. C'est une véritable invitation à l'amour que je lui propose là. Et il tombe instantanément amoureux du manoir et se projette déjà à organiser les plus majestueuses fêtes de tout le continent. Je t'avoue, mon très cher journal, que je ne suis pas peu fière de ce que je viens d'accomplir, car il n'est pas aisé de faire changer d'avis les personnes qui ont des a priori sur le manoir ou sur moi-même. Mais ça reste toujours un très bon amusement pour moi, même si aujourd'hui l'enjeu était de taille. Lorsque Charles et Victor rejoignent Aubin dans la salle de réception, Charles serre une grande poignée de main à Aubin en lui disant que ce manoir est envoûtant et qu'il mérite d'être connu, qu'il mérite d'être visité et qu'il se fera une joie immense de bien vouloir s'occuper de chacun des préparatifs avec la plus grande minutie. Naturellement, Aubin est ravi. Il se voit déjà dans les nouvelles fêtes du manoir et ils commencent à discuter ensemble des fêtes qu'il a déjà organisées et se met à lui décrire le genre de fête qu'il voudrait, qui n'existe pas encore, de faire du manoir comme une sorte de dancing club de très grande renommée pour des personnes très chics et très aisées. Il lui dit qu'il veut du rire, de la joie, des filles et des hommes qui dansent à s'en brûler les pieds. Il veut de l'alcool et des cigares, et il veut les plus belles autos stationnées devant le manoir et des robes et costumes de ses invités les plus chics possibles. Il annonce alors à Charles et Victor qu'ils ont carte blanche, qu'ils font absolument ce qu'ils veulent, parce qu'il est conscient de leur créativité et de leur renommée, et la dernière fête qu'ils ont organisée à laquelle il a participé l'a laissé sans voix. C'est eux qu'il veut au manoir, c'est leur touche, leur patte qu'il veut que ses invités découvrent en entrant dans les lieux. Le contrat moral est signé, les trois hommes s'apprêtent alors à reprendre la route pour rentrer chez eux. En entrant dans leur Renault 6 chevaux, qu'ils viennent d'acquérir en avant-première, Charles dit à son père « Bravo papa, tu as bien joué avec le gramophone. Avoir osé mettre une musique de Charleston pour tester la sonorité m'a fait comprendre que ce lieu était propice aux grands événements. Sans cela, tu connaissais mon point de vue sur le manoir, il est fort probable que nous n'aurions jamais rien organisé ici. » Son père, stupéfait, lui dit « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je n'ai jamais mis de musique. Je pensais que c'était toi qui avais mis la musique. Je n'arrive pas à comprendre ce que tu me dis. » Charles, évidemment, pense que c'est encore un subterfuge de son père pour obtenir ce qu'il veut, se contente de sourire et songe à son amoureuse secrètement en fermant les yeux.
Il peut encore sentir son odeur et il en apercevrait presque sa silhouette dans le manoir. Elle attendrait qu'il l'invite à danser. Et même si le tour est joué, j'ai bien l'intention de consolider tout ça et d'aller faire un petit tour dans ses songes, dans ses rêves, et le faire rêver de sa douce qu'il convoite tant, pour qu'il comprenne que c'est un très bon choix qu'il a fait que de s'occuper du manoir et qu'il ne revienne pas sur sa décision le lendemain matin au réveil. Je vais naturellement être présente dans ses pensées par le biais du manoir jusqu'à ce qu'il aille se coucher. Et au moment où il se met dans son lit, au moment où il pense à cette merveilleuse femme, je lui fais sentir une nouvelle fois Abanita, et ses effluves le rendent fou de désir envers cette femme. À peine il s'endort, que je lui envoie des images du manoir, comme il pourrait être après leur passage. Je vais m'amuser à lui intégrer quelques images de fêtes grandioses organisées par lui-même, et je vais même y installer celle dont il est éperdument amoureux, en haut de l'escalier, descendant avec beaucoup de classe et d'honneur, lui attendant au pied des marches, lui tendant la main pour l'inviter à danser, et naturellement dans son rêve, elle va accepter, et à la fin de cette danse, ils vont s'embrasser langoureusement. Bien entendu, le lendemain matin au réveil, il comprend que c'est un signe, qu'il a fait le bon choix que d'accepter de s'occuper du manoir, et il a bien l'intention de changer les ragots du manoir tant sur sa hantise que sur ses miracles. Et lors de son petit déjeuner, il regarde en l'air et songe au titre des journaux qui annoncent la plus grande fête du manoir de la Dame en Noir jamais organisée, qui fut une véritable réussite. Évidemment, il se satisfait déjà de cette victoire qu'il imagine, range son bol de céréales, se place devant le miroir qui est à sa porte d'entrée, noue correctement son nœud de cravate en se tenant très droit, il se sourit, prend ses affaires et sort de chez lui pour aller travailler. Les jours passent et Victor semble être ravi et satisfait d'avoir eu la réponse positive de son fils pour s'occuper du manoir. Mais plus les jours passent, plus Victor a l'impression que Charles semble avoir des attentes beaucoup plus exigeantes que ce qui était prévu des réceptions qu'ils vont y donner. En effet, Victor est devenu complètement obsédé par le manoir. Il ne vit qu'à travers le manoir, comme s'il lui appartenait et qu'il était le propriétaire des lieux. Il a une telle obsession du manoir que ça commence également à effrayer Aubin, qui se sent pressé et poussé par Charles pour démarrer les travaux d'embellissement et d'ornement du manoir. Pour Aubin, tout va beaucoup trop vite, alors que pour Charles, tout va beaucoup trop lentement. D'ailleurs, Charles trouve toutes les excuses pour revisiter le manoir encore et encore, prétextant des prises de notes, des dimensions, des tissus, de l'ameublement, pour les mettre encore plus en valeur. Et Aubin voit bien que ces visites au manoir ne sont que pour se faire plaisir à lui-même, et ça commence à le déranger. Aubin va profiter un soir, lors d'une énième visite de Charles, pour mettre les choses à plat sur la table, et lui rappeler que certes, lui et son père ont carte blanche sur l'organisation des événements à venir, mais que Aubin reste le propriétaire des lieux et qu'il reste le décisionnaire de chaque proposition qui seront faites. Et c'est là que Victor lui avoue qu'il est complètement envoûté par le manoir, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de celui-ci qui le rend presque ivre. Il lui explique qu'il ne peut plus passer une minute sans penser au manoir, comme s'il était une femme et qu'il avait jeté son dévolu sur lui. Aubin est surpris et presque effrayé, il n'arrive pas à comprendre ce que Charles tente de lui dire, mais pour lui c'est positif. C'est tout ce qui importe, et il va le laisser vaguer à ses ivresses. Aubin décide alors de lui laisser le double des clés du manoir, parce qu'il en a plus qu'assez de faire des allers-retours pour le surveiller à ses prises de notes, et de toute façon, étant donné qu'ils vont être là tous les jours pour tout organiser, tout transformer, il n'a pas l'intention d'être présent à regarder les moindres faits et gestes. Aubin repart donc chez lui, laissant Charles dans le manoir. Charles qui va passer de longues heures à écouter la musique que je vais jouer et à sentir les odeurs du parfum de Molinard, à sentir le frais et le chaud que je vais poser sur lui au fur et à mesure des pièces dans lesquelles il va errer toute la nuit. Il sera alors minuit lorsqu'il décidera de sortir du manoir. Il reprend son imperméable, son parapluie et son sac d'affaires, va serrer très fort la clé du manoir contre son cœur, s'apprête à sortir, ouvre la porte, lorsqu'il y découvre de l'autre côté, sous un grand parapluie noir, la femme dont il est éperdument amoureux, qui le regarde passionnément et qui se jette dans ses bras pour l'embrasser fougueusement. Je ne te raconterai pas ce qui s'est passé ensuite, mon cher journal, ma pudeur me l'interdit, mais je peux te dire qu'ils étaient bien ce soir-là au manoir. Il s'en est fallu de peu pour qu'Aubin ne parvienne pas à faire ce qu'il veut du manoir, mais nous avons réussi ensemble,
J'ai donné le petit coup de pouce nécessaire pour que les collaborations puissent se faire. Et j'ai hâte, mon cher journal, de te raconter les premières soirées mondaines organisées. J'ai hâte de te faire découvrir tout ça et de te raconter toutes les petites histoires de ce cher peuple mondain français. Bien à toi, ta confidente, Adélaïde.